C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la situation sanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle ne cesse de se détériorer. L'accès aux soins pour les populations est quasi impossible dans le nord et le sud Kivu. Les combats se poursuivent dans les deux provinces sous le contrôle du M23. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Cet appel à la grève générale et à la manifestation jeudi lancé par le mouvement Gen Z à Madagascar, ce mouvement à l'origine des appels à manifester le 25 septembre dernier a également boycotté la rencontre du président avec les forces vives de la nation. Les détails à suivre. Et puis à la fin de ce journal, on vous emmène faire un très beau voyage au cœur du bassin du Congo. Un voyage à travers des photographies compilées dans un livre, Congo, qui sortira prochainement. Un livre signé Thomas Nicolon. Il est notre invité ce soir. On vous parle de nouveau ce soir de la situation sanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour la énième fois, le CICR tire la sonnette d'alarme. Le quotidien des habitants ne cesse de se détériorer et les populations n'ont quasi plus accès aux soins dans le nord et le sud Kivu sous le contrôle du M23. Les deux provinces sont ravagées par les combats depuis février dernier. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Les services de santé du Nord Kivu et du Sud Kivu risquent de s'effondrer. C'est le constat alarmant que fait le Comité international de la Croix-Rouge. 85% des centres de santé interrogés par le CICR disent avoir souffert de pénurie de médicaments, des stocks de médicaments essentiels qui ont des difficultés à traverser les lignes de front. Autre chiffre alarmant, 40% des centres de santé ont dû faire face à une fuite de personnel médical, souvent pour se mettre à l'abri des combats. Alors cette situation touche à la fois les zones contrôlées par la FCM 23 et les zones sous contrôle des autorités congolaises. On a assisté à un dépeuplement de la réponse humanitaire. Le CICR est souvent seul, aux côtés de très peu de partenaires de la réponse humanitaire sur place. Et cela veut dire que simplement des vies s'éteindront dans le silence sans que même on puisse avoir des données statistiques sur cette situation. Donc c'est extrêmement préoccupant. On sait que dans les 30 dernières années de conflit qu'a connu cette région, bon nombre de populations ne sont pas mortes sous les balles, mais sont mortes en raison de leur vulnérabilité, du manque d'accès à des services essentiels. Je rappelle également que nous faisons face à des situations où il y a une épidémie de choléra, de Mpox, maintenant Ebola dans certaines régions. Donc la situation est tout simplement plus que préoccupante. Ces dernières semaines, les humanitaires ont constaté un afflux massif de blessés par balles. Ils craignent que la situation ne se détériore, d'autant que sur le terrain, des combats à l'arme lourde sont signalés dans les zones minières de plusieurs territoires comme Kabare ou Chabunda. Des affrontements qui fragilisent les négociations de paix qui se tiennent à Doha et qui semblent pour le moment dans l'impasse. Le mouvement Gen Z, à l'origine des manifestations à Madagascar le 25 septembre dernier, a appelé à la grève générale et à la manifestation ce jeudi. Le mouvement boycotte la rencontre du président organisée ce mercredi avec les forces vives de la nation. Le président Andrzej a tenté de répondre à la main, à reprendre la main en notamment nommant un Premier ministre en début de semaine, une nomination qui ne convainc pas. Écoutez. Un nouveau Premier ministre, ce n'est pas un nouveau Premier ministre qu'on veut, c'est un changement de système. Est-ce que le Premier ministre il va descendre ici, il va soigner les Malagasy? Non. Qu'est-ce qu'il va faire en 6 mois? Il va revaloriser nos salaires. Bon, on attend de voir s'il ne saute pas avant. En Centrafrique, la principale plateforme de l'opposition, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, a annoncé qu'elle boycottera la présidentielle de décembre. C'est du moins ce qu'a affirmé son coordinateur après des mois de demandes de dialogue restées sans réponse par le président Faustin Archange Touadéra. Il est temps de partir à la découverte du bassin du Congo, un voyage à travers un livre, Congo, de Thomas Nicolon. Thomas, vous êtes photographe pour National Geographic. Vous travaillez depuis 10 ans dans le bassin du Congo et nos téléspectateurs vous connaissent évidemment parce qu'ils ont une mémoire d'éléphant, si je puis dire. On va en voir des photos d'éléphants tout à l'heure. Ils se souviennent de vous, vous étiez notre correspondant à Kinshasa pendant des années. Comment vous est venue l'idée de faire ce travail? Comment a commencé l'aventure de ce livre?
Mais comme vous le disiez, elle a commencé avec ce poste en RDC de correspondant pour France 24. C'est un petit peu le hasard de la vie qui m'a emmené là-bas. J'ai eu la chance d'être accueilli pendant 5 ans par la République démocratique du Congo. Et c'est vrai que j'ai pu découvrir dans ce pays-continent une nature impressionnante, une nature grandiose, mais aussi une nature menacée. Et ça m'a donné envie de creuser un petit peu. Et de par mon travail de correspondant, j'ai pu découvrir les recoins de ce grand pays. Et j'ai eu la chance de voir des régions que peu de gens ont la chance d'aller voir, peu de journalistes étrangers en tout cas. Et c'est ainsi que j'ai commencé à collaborer avec différents médias et à faire de plus en plus de reportages sur la faune et la protection de la faune dans le bassin du Congo, donc deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer un livre entier à cette région et à ses habitants? Mais écoutez, c'est simple, j'ai vécu 5 ans en RDC. Et même si je n'y vis plus, j'y passe beaucoup de temps. J'ai la chance de continuer à voyager en RDC, mais aussi dans tout le bassin du Congo, donc en République du Congo aussi, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Cameroun, le Gabon aussi. Et c'est vrai que après 10 ans de reportage donc sur l'environnement et la protection de la faune, je me suis dit qu'il était peut-être temps de compiler un petit peu les meilleures images qui permettent et qui permettront aux lecteurs de voyager à travers cette région belle, fascinante, menacée. Et je pense que c'est important parce que c'est une région qui est tout simplement vitale pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Alors, vous avez parlé de compilation de photos. Comment vous avez pu compiler autant de photos? Est-ce que c'est pas un peu frustrant, 10 ans de travail en un livre? C'est très frustrant et c'est vrai que parfois, quand on photographie les gorilles, comme on peut les voir ici, parfois c'est 1000 photos par jour. Alors imaginez 10 ans de travail à ce rythme-là et pour un livre, il en faut 120, 130, pas plus. Donc il faut être extrêmement exigeant et c'est pour ça que ça a pris du temps parce qu'avoir des bonnes photos, c'est compliqué. C'est pas tous les jours qu'on a des photos qui sont dignes d'apparaître dans un livre. Donc il a fallu prendre le temps et au bout de 10 ans, je me suis dit que peut-être, modestement, j'avais enfin la possibilité d'avoir un joli livre. Alors, on a vu la photo du gorille. Vous parlez de ces espèces menacées. Ça fait partie aussi de vos objectifs, c'est de tirer une sonnette d'alarme sur cette nature. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Amazonie, plus grande forêt tropicale du monde en Amérique du Sud. Et j'ai l'impression qu'on oublie parfois ce bassin du Congo, ce grand bloc forestier d'Afrique centrale, qui regorge d'une biodiversité absolument extraordinaire. J'y passe beaucoup de temps. Selon moi, c'est l'endroit le plus sauvage de la planète. Au Congo, on s'endort dans sa tente, parfois dans des endroits isolés. On entend les gorilles, on entend les éléphants. C'est vraiment un endroit extraordinaire. J'ai la chance de rencontrer aussi des biologistes congolais. Justement, avec qui vous les montrez aussi oui, tout à fait. Dans votre livre. On les voit, c'est scientifique. Tout à fait. L'idée, c'était de faire un livre qui soit pas seulement, on voit ici Rose, qui monte à un arbre, qui accroche des micros, elle étudie les éléphants, les vocalisations des éléphants. Et c'est ça que je voulais dans le livre. C'est pas un livre de photos animalières. C'est un livre qui montre la vie sauvage, les biologistes, les menaces avec le braconnage aussi, mais aussi les communautés autochtones. C'est vraiment essayer de dresser un portrait de cette région à travers mes yeux, bien évidemment, et ces 10 ans de travail sur le terrain. Alors, vous avez parlé des éléphants. Je ne sais pas si on va pouvoir voir des images d'éléphants. Il y en a une qui est particulière, où on voit un regard assez inquiétant d'ailleurs. C'est difficile de prendre en photo ces éléphants. Racontez-nous un peu des petites anecdotes sur le terrain. Mais les éléphants, c'est un petit peu ce qui fait l'essence de la forêt congolaise, puisque peu de gens savent qu'il y a un éléphant de forêt. Les éléphants, c'est pas que dans la savane en Afrique de l'Ouest et Afrique du Sud. Il y a une autre espèce d'éléphant, l'éléphant de forêt. C'est donc une espèce à part entière. Ils sont plus petits, ils ont des défenses plus petites, ils ont une morphologie différente, mais ils sont aussi plus agressifs, plus tendus. Et quand on se balade en forêt, c'est toujours le danger principal, c'est est-ce qu'on va tomber nez à nez avec un éléphant comme celui-ci, qui nous a bien fait peur. C'est une belle frayeur ce jour-là. Il nous a chargé pendant plus de 20 minutes dans la forêt. On est tombé nez à nez avec lui. Personne ne l'avait entendu venir, ni moi, ni les biologistes, ni les pisteurs autochtones. Et on est tombé nez à nez avec lui et 20 minutes à courir à travers la forêt. Donc un éléphant de forêt, c'est toujours un émerveillement et aussi une belle frayeur. Alors, votre travail mêle journalisme, art, engagement, environnement. Quelle place accordez-vous à l'émotion dans votre travail de photographe ?
Mais je pense que l'émotion, elle est importante puisque moi, je la ressens au moment où je prends la photo. Et je pense qu'à partir du moment où la démarche est sincère, où moi, je suis heureux dans ce que je fais, je passe du bon temps sur le terrain, je suis ému, je noue des relations avec les gens avec qui je suis sur le terrain. Je pense que l'émotion se ressent à travers les photos, que ça soit les photos d'animaux, mais aussi les photos de braconniers, de déforestation, de biologistes, de communautés autochtones, comme je disais. Et je pense que l'émotion fait partie de la photographie. Alors, qu'aimeriez-vous que le public retienne après avoir feuilleté ce livre Congo? J'aimerais juste que le public se dise, il y a le bassin du Congo, il est là, il peut paraître lointain pour un public européen, occidental. On peut penser que le bassin du Congo, c'est loin, mais le bassin du Congo, il est là, il est sur notre porte. Et la santé de ce système, de cet écosystème, est vitale pour nous en tant qu'êtres humains et pour l'avenir de la planète. C'est une forêt qui absorbe des millions de tonnes de CO2 et c'est extrêmement important que cette forêt puisse continuer à être en bonne santé et tous les éléments de cette forêt sont importants. Les éléphants, comme on a vu, les gorilles, les chimpanzés, les bonobos, mais aussi les invertébrés, les reptiles, les amphibiens. Tout est important pour que cette forêt continue à être en bonne santé et c'est ça que je voudrais que les lecteurs puissent voir à travers ce livre. Alors, ce livre n'est pas encore sorti, il va sortir prochainement. Où peut-on se le procurer? Ce sera un très beau cadeau de Noël d'ailleurs. Je pense que c'est un beau cadeau de Noël. Il va sortir le 11 décembre aux éditions Dashbook. Donc au moment où je vous parle, il est disponible en précommande sur le site de Dashbook, dashbook.fr. Et donc il est possible de le précommander sur ce site. Est-ce qu'en 2 minutes, vous pouvez nous parler de vos prochains projets? Oui, bien sûr. Écoutez, je continue comme toujours le bassin du Congo. C'est vrai que quand on a eu la chance de travailler là-bas, c'est dur de travailler ailleurs parce que c'est une région absolument formidable. J'ai beaucoup d'amis là-bas aussi que je suis content de retrouver à chaque voyage. Donc là, je continue à travailler sur les éléphants de forêt et sur cette cohabitation difficile, essayer de dresser un état des lieux de l'éléphant de forêt, menacé, quasiment éteint dans certaines régions du bassin du Congo et trop abondant dans d'autres régions. Eh ben, on suivra ça de très près. Merci beaucoup Thomas Nicolon, notre ancien correspondant à Kinshasa et puis journaliste, photojournaliste à National Geographic avec votre livre Congo qui sortira donc le 11 décembre prochain. Merci beaucoup d'être venu en parler sur ce plateau. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. 60 hectares, c'est la surface du quartier du Grand Parc dans le nord de Bordeaux. C'est aussi, heureux hasard, la surface du vignoble du Château Palmer.